Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Radija et si tu es ici, ce n'est probablement pas un hasard. Aujourd'hui, j'ouvre une page intime, la mienne. Je vais te parler de mon parcours, de ce qui m'anime profondément, soigner avec la nature, créer avec mes mains et marcher avec la foi. Le titre de cet épisode, je ne suis pas née pour subir. Ma voix, mes racines, ma mission. Car derrière chaque cicatrice, il y a une lumière et derrière chaque projet, un chemin de résilience. Installe-toi confortablement, je te raconte. Je suis née en France, au fin fond de la campagne, d'une famille du côté de ma mère de paysans et du côté de mon père de routier, dans un monde où je ne me suis jamais réellement sentie à ma place, qui est relativement fermé. Tout le monde se ressemble, tout le monde pense pareil, tout le monde a la même vie, qui sont selon moi antipathiques. Ça veut dire que tant que ça ne touche pas à leur petit monde à eux, ce n'est pas très grave et ils y tiennent loin. Tout est grave à partir du moment où ça les atteint eux. Mais le reste du monde, c'est un peu comme si on s'en fichait. Mais parce que aussi, c'est des gens qui sont très formatés par ce petit monde fermé où on vit entre nous. On a tous grandi dans ce petit village depuis notre enfance, on se connaît tous. Et du coup, ils sont pas très ouverts sur le monde. Donc ils sont formatés par ce qu'on entend dans les médias, par tout ce qu'on veut bien leur faire croire sans aller rencontrer par eux-mêmes. Et très tôt, j'ai dû apprendre à survivre. Dû déjà à mon contexte familial. Mes parents sont des bonnes personnes, mais ils n'ont pas vraiment fondamentalement compris le principe de l'éducation, le sens d'éduquer un enfant, à quel point un enfant peut avoir besoin d'un cadre. Et j'ai été beaucoup livrée à moi-même, ce qui a créé une insécurité émotionnelle. Je sais que c'était pas volontaire de leur part, mais malheureusement, ça l'a créé. Dû à ce contexte aussi, du coup, je me suis gardée très tôt seule avec mon frère. Et comme vous pouvez le voir dans mon livre, j'ai subi des agressions relativement tôt, ce qui fait que même psychologiquement, mon cerveau s'est mis très très tôt en état de survie. À partir de l'âge de 8 ans, mon cerveau était en état de survie. Je n'ai pratiquement aucun souvenir de tout ce qui s'est passé avant cet âge-là. Et encore aujourd'hui, à 25 ans, mon cerveau est toujours en état de survie. Même ne serait-ce que sur le niveau financier, j'angoisse très vite parce que je vis avec cette sensation que je vais mourir à tout moment, malgré que j'ai une foi très forte et que j'ai énormément confiance en Allah. Mais en fait, on n'est pas sur une pensée rationnelle, on est sur des pensées traumatiques. Et à partir de là, on ne peut pas les contrôler de la même manière. Parce que c'est les traumas qui se réactivent, c'est toute cette peur qui se réactive à chaque fois. J'ai également passé beaucoup de temps en structure, du coup, dans mon adolescence, dans différentes structures. Ce qui fait que ça a renforcé ça, parce que j'ai été très vite seule. Je me suis très vite construite toute seule. Tout ce qui est matériel, vêtements, tout ça, j'étais seule. Et donc tous ces facteurs font que cet état de survie s'est activé très vite chez moi. Et en fait, donc, je n'ai pas grandi avec cette idée de vivre, de rêver, de m'écouter. J'ai vraiment vécu dans un état où il fallait se battre tout le temps, constamment, depuis la première seconde où je suis arrivée sur cette terre pratiquement. Et j'ai grandi dans le silence de mes blessures. Je pense que mon cerveau l'a compris très vite parce que j'ai subi ma première agression, j'avais 8 ans. J'ai mis 6 ans avant d'en parler. Je suis restée pendant 6 ans dans le silence. Je pense que mon cerveau d'enfant inconsciemment avait très bien compris qu'il fallait que je me protège et que j'étais seule face à moi-même, qu'il fallait que je me débrouille, qu'il n'y avait personne pour me protéger. Et je l'ai vu aussi notamment face aux réactions que j'ai eues quand j'ai sorti mon livre vis-à-vis des personnes qui me connaissent depuis très jeune, où je me suis rendu compte qu'en fait la majorité ne savait même pas ce que je vivais parce que j'ai tellement eu l'habitude d'être seule, de tout gérer seule, que je n'en parlais même pas forcément en fait de ce que je vivais. Et c'est vrai que très vite, à partir du moment où j'allais abandonner le combat parce que j'en pouvais plus, Allah m'a guidée tout de suite, subhanallah. L'islam m'a littéralement sauvée. Ça m'a apporté des valeurs, ça m'a permis de me construire, ça m'a donné un refuge. Ça m'a expliqué énormément de choses aussi sur le pourquoi on est ici, sur le pourquoi on vit certaines choses. Et même ma famille, qui m'a énormément rejetée vis-à-vis de ce sujet, ne peut dénier le fait que l'islam m'a littéralement sauvée. Le vrai islam, pas l'islam qu'on veut faire croire, qui est soi-disant violent. Je n'ai jamais vu une once de violence dans l'islam, et justement, j'étais une enfant extrêmement violente, parce que j'étais habitée par une rage énorme, et l'islam m'a apaisée d'une manière dont je n'aurais jamais pu espérer. Subhanallah. Il y a également la nature qui m'a beaucoup aidée. Plus j'ai grandi, plus j'ai cherché à m'apaiser, plus je me suis réfugiée dans la nature.
J'ai trouvé une paix auprès des animaux que je n'ai jamais trouvée auprès des humains. Je leur trouve une pureté qui me fait un bien fou. Même les plantes, les arbres, marcher en forêt, je trouve que c'est tellement ressourçant, que c'est tellement apaisant. Déjà, c'est notre source d'oxygène, donc c'est un véritable souffle en fait. Et autant au sens littéraire qu'au sens imagé, c'est un véritable souffle. Et donc un jour, j'ai compris que je ne suis pas née pour subir, que je ne suis pas destinée à porter des chaînes invisibles, à rentrer dans des cases dans lesquelles on a voulu me formater. Je n'ai jamais correspondu au monde dans lequel je suis née et je suis tout à fait OK avec ça aujourd'hui. J'ai accepté mes différences, j'ai accepté qui je suis et j'ai accepté que je suis venue pour semer du sens, pour semer de l'espoir, pour semer autre chose que tout ce monde fermé qui au final en fait souffrir énormément. Et j'ai vraiment envie d'aider à reconstruire, à transmettre tout ce que ce vécu a pu m'apprendre, parce qu'en l'ayant vécu aussitôt, ça m'a permis, d'une certaine manière, de faire toute ma construction autour de ça, en fait. Et ça m'a appris à aimer autrement, et j'ai envie d'apprendre aux gens à aimer autrement. Cette phrase « je ne suis pas née pour subir » est devenue vraiment mon fil rouge. Ça fait très longtemps que je dis qu'ils m'ont pris une partie de ma vie, mais je leur laisserai jamais me prendre ma vie entière. Et chaque décision que j'ai prise depuis, je l'ai prise en m'y accrochant, en me rappelant toujours que c'est pas eux qui gagneront. C'est une partie de moi que j'ai mis énormément de temps à accepter, mais je suis HPI et HPE, donc au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Donc déjà en vivant avec l'un des deux, c'est relativement complexe, mais en additionnant les deux, je vous assure que je m'amuse. C'est ce qui a créé aussi ce décalage avec ma famille. Aujourd'hui, je le sais. C'est ce qui a fait que ça a été aussi compliqué pour eux de s'adapter à moi, parce qu'en étant aussi formatés et en étant eux-mêmes des personnes qui rentrent autant dans les cases, de se retrouver face à quelqu'un, à un enfant qui sont censés éduquer, mais qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils ont l'habitude, entre guillemets, c'est ultra complexe. D'autant plus qu'à l'époque, on parlait extrêmement peu du HP. Il n'y a pas de manuel pour apprendre à éduquer un enfant, et encore moins pour éduquer un enfant différent. C'est pour ça que je précise bien que mes parents sont des bonnes personnes et qui ne sont pas fondamentalement responsables. C'était pas volontaire, c'était pas conscient. C'est juste que ce que je suis en tant que personne est venu les heurter dans leurs limites, en fait. Et donc, étant HP, je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Ce que j'entends par intellectualiser, ça veut dire que j'ai tout le temps besoin de comprendre le pourquoi, du comment, de faire des recherches. Je ne crois jamais quelque chose, je ne le sais pas parce que je vais lire quelque chose que je vais y croire. J'ai besoin d'aller chercher des sources, des informations. J'ai toujours regardé énormément de documentaires. Et du coup, notamment sur la médecine, j'ai très vite compris que, en tout cas en Occident, dans la médecine empirique, il y avait une prévalence au business. Ça veut dire que, en tout cas, dans ma perception de ce que je vois, pour moi, ils considèrent plus le côté business, c'est une entreprise, que le côté humain, médical. On a déjà entendu plusieurs histoires où des personnes disaient comme quoi ils avaient demandé à des investisseurs de financer pour créer des traitements qui guérissent. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est que s'ils guérissent les gens, leur business en soi, il est fini. Donc ils ne créent pas des traitements pour guérir les gens. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à prendre en compte et le corps, et le cœur, et l'âme en même temps. Parce que c'est ça pour véritablement soigner les gens. En soi, leur cachet, si on observe bien, ils sont là juste pour effacer les symptômes. Alors il y a certaines choses où ils ont apporté au niveau des diagnostics, des examens, etc. Mais sur la façon de traiter, dans ma tête, je me suis très vite dit qu'il y avait un problème. Au fur et à mesure que je faisais des recherches, il y avait un problème. Je me suis aussi beaucoup questionnée sur le développement des maladies féminines. Et dans ma perception, j'ai fait assez vite le rapprochement avec la pilule. C'est pour ça que j'ai lutté pendant toutes ces années contre, autant qu'on a voulu me l'imposer pour l'acné que pour l'endométriose. Je suis totalement contre. Et aujourd'hui, selon les dernières études, on se rend bien compte qu'en fait, je n'avais pas si tort que ça. La pilule vient actuellement d'être classée comme toxique à la même hauteur que l'alcool ou le tabac. Et qu'elle aurait une part de responsabilité dans les cancers du sein, les cancers de l'utérus, toutes les maladies féminines qui se sont développées ces dernières années. Moi, ce qui m'a beaucoup interrogée aussi, c'était le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui ont besoin de partir en parcours PMA, autant pour avoir des enfants. J'ai trouvé ça impressionnant. Donc ce côté-là m'a déjà beaucoup questionnée, et mon corps m'a parlé aussi, parce que étant en structure, avec ce que j'avais vécu, je sais pas si ça se sait vis-à-vis des personnes qui ne fréquentent pas ce genre de lieu, mais ils nous mettent souvent sous traitement avec des anxios, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai très mal vécu, parce que ça nous shoot totalement
J'avais clairement l'impression d'être une mort-vivante, une larve. Je dormais énormément, ça m'avait fait énormément grossir. J'étais très pâle, enfin, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Euh, j'ai très vite vu aussi, notamment dû aux maladies que j'ai développées comme l'endométriose, que mon corps parle aussi de par ce que j'ai vécu. Et ça m'a fait comprendre, même si je le pensais déjà, que les maladies ne sont pas qu'une question de physique, mais que les traumas s'inscrivent dans notre corps. Et aujourd'hui, on le sait, les traumas s'inscrivent dans nos cellules. Et notamment par le fait qu'elles s'inscrivent dans nos cellules, c'est comme ça aussi qu'on se transmet de génération en génération les traumas, tant qu'ils ne sont pas réglés. Et, et toute cette partie-là a fait que je me suis dit, cette médecine, j'ai vraiment un problème avec, surtout qu'aucun traitement allopathique m'aurait jamais réellement apaisé, a jamais réellement eu un véritable effet. Enfin, j'ai beaucoup plus évolué, je me suis beaucoup plus apaisée depuis que je suis sortie de structure et que j'ai arrêté tous ces traitements que pendant ces 5-6 années que j'y ai passé, quoi. Et c'est alors que du coup que j'ai découvert la médecine naturelle. D'abord l'aromathérapie, que je me suis beaucoup servie pour apaiser mes angoisses, etc. Et comme je fais énormément de recherches, autant je me sers pas mal d'internet ces dernières années, mais je lis énormément de livres aussi. Et plus j'ai fouillé, plus je me suis rendu compte qu'en fait ça prenait sens pour moi. Et d'autant plus que plus les années ont passé, plus l'islam a pris de la place dans ma vie. Et plus l'islam prenait de la place dans ma vie, plus j'ai compris des choses sur la vie, sur tous les liens qu'il pouvait avoir, etc. Qui ont fait que je me suis dit, il faut peut-être aller chercher autre part, en fait. Et j'ai commencé à étudier la phytothérapie, l'aromathérapie, donc je suis diplômée dans ces domaines-là. Et j'ai fini par me spécialiser donc en médecine prophétique, qui est la seule science exacte, puisqu'elle vient de la révélation. Et j'ai commencé d'abord à y appliquer sur moi-même. J'ai eu le syndrome du canal carpien. Je me suis soignée toute seule. L'endométriose, je n'ai jamais pris la pilule du coup. Et j'ai réussi à énormément diminuer mes douleurs. Sur absolument tout en fait, même mes angoisses, tout ça. Je joue sur des infusions, on a plein de plantes, le safran, la valériane, le passiflore. Vraiment, c'est des savoirs anciens qui sont pleins de sagesse, que nos grands-mères connaissaient et qui sont vraiment puissants. On nous fait souvent croire que c'est un peu des soins psychologiques qui n'ont pas des vrais effets, mais je vous assure, essayez, vous verrez que ça a des véritables effets, au même titre que leur traitement à eux, sauf que là, c'est dans une synergie efficace, donc il n'y a pas les effets secondaires. Si on respecte les doses recommandées, bien évidemment. Et donc, j'ai commencé à me former en plus de mon emploi, parce que dû à mon contexte de vie, donc j'ai très vite vécu seule. À mes 18 ans, j'avais mon appartement. Donc, il fallait que je travaille pour payer mes factures. Mais comme je l'ai dit, je refuse de les laisser gagner. Je les refuse de me prendre ma vie dans le sens... pour moi, si je ne me plais pas professionnellement, ça ne sert à rien que je travaille. Et si je me retrouve à faire un travail qui ne me plaît pas toute ma vie, ça ne m'ira pas. Donc j'ai commencé à étudier avec passion, parfois jusqu'à très tard dans la nuit, parce qu'en travaillant toute la journée sur 35 heures semaine, forcément, il fallait faire les études le soir, sachant que même si c'est pas leur médecine empirique, c'est de la médecine. Donc il y a juste les traitements qui changent, mais on sait à quel point c'est complexe, les études de médecine, il y a énormément de termes. Mais je l'ai fait avec le cœur, parce que vraiment, ça me passionne énormément. Et plus j'apprenais, plus j'ai commencé à guérir moi-même, parce que ma philosophie a commencé à changer avec. Plus j'en apprenais, plus je comprenais. Et donc, ça me permettait de l'adapter à ma vie. J'ai mis énormément de choses en place dans ma propre vie qui m'ont permis d'évoluer autant et de guérir autant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Selon l'OMS, 80% de la population mondiale utilise des plantes médicinales comme soins de santé primaire. C'est vraiment fermé sur l'Occident et encore... je dirais l'Occident privilégié, les pays qui sont relativement riches, parce que même dans l'Occident un peu plus pauvre, ils servent encore beaucoup des plantes. Et si on regarde le taux de vieillissement en Chine, par exemple, notamment vu à la médecine qu'ils utilisent, on se rend compte que c'est vraiment puissant et qu'on a des questions à se poser. C'est pas une mode, c'est présent dans beaucoup de pays. Même le Vidal, donc le livre des médecins qu'on a en Occident, est rempli à 50% de plantes. Les traitements qu'ils nous donnent sont basés à 50% sur les plantes. La seule différence, c'est qu'en fait, ils ont isolé ce qu'on appelle le principe actif et ils l'ont synthétisé. C'est pour ça qu'il y a des effets secondaires, parce que dans la plante,
avec tous les principes actifs regroupés, ça permet d'être dans une synergie efficace, mais quand on l'isole, ça le rend mauvais. Et on peut prendre l'exemple de la pilule, où c'est la molécule stéroïdale qui est isolée, et c'est ce qui fait que c'est aussi mauvais, parce que toute seule, elle est fondamentalement mauvaise. Et sur le simple fait d'arrêter le fonctionnement naturel du corps, c'est pas OK. Mais il faut bien se rappeler que de toute façon, ils ont fait très peu d'études sur le corps des femmes. Donc, faut pas trop leur en demander. Et donc, à travers mes soins, mes conseils, mes créations de tisanes, d'huile, je veux rappeler qu'on peut reprendre le pouvoir sur sa santé, doucement, humblement, en respectant le corps, en respectant la foi, et en se traitant mieux, en respectant la planète aussi, également. En parallèle, un autre monde m'appelait. Ma grand-mère était couturière. Quand j'étais petite, j'en ai fait un petit peu, puis après, j'avais délaissé, mais j'ai toujours été passionnée par la mode. J'ai toujours eu un style bien à moi, je n'ai jamais trop suivi les courants de mode, mais je faisais un peu mon truc dans mon coin, on va dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'y retourner. Ça m'a permis un peu d'exprimer ma voix, d'être un moyen d'expression de tellement de choses, en fait, pour moi, de faire passer des messages, C'est pour ça que je fais notamment pour les femmes musulmanes, parce que, par exemple, ma tante m'avait dit un jour que je ressemblais à un sac à patates, vu que je m'habille large. Non, on peut être très belle, comme ça, on n'a pas besoin de mettre des vêtements moulants ou serrés pour être belle et élégante. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé la mode aussi, parce que ça a toujours été un moyen pour moi un peu d'exprimer ma personnalité. J'aime aussi nuancer les diversités de cultures, mélanger, m'habiller de différentes façons qui ressemblent à différentes cultures. J'ai toujours été passionnée par la diversité. Et au final, chaque robe que je crée est devenue une véritable libération. J'y mets un véritable sens. C'est pour ça que j'ai fait même une liste de noms. Chaque collection aura un nom qui a une véritable signification derrière. Certaines robes auront elles-mêmes un nom, en hommage notamment à certaines femmes. Et en utilisant le nom de certaines femmes, c'est en rendant hommage également au combat qu'elles ont mené. Et donc à ce combat en tant que tel, de façon générale aussi. J'ai vraiment envie de créer un espace où la pudeur rencontre la beauté, où la féminité habille la dignité. Dire non à tout ce qu'on veut nous faire croire sur tout ça. Je commençais à coudre pour moi en tout premier, c'était pour le mariage de ma cousine. J'ai eu envie de me faire une robe. J'avais pas le projet de le faire de façon professionnelle à ce moment-là. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je m'en suis plutôt bien sortie, que ça m'avait fait du bien aussi. De coudre, de créer, de laisser parler ma créativité. Et du coup ça m'a donné envie de le faire également pour d'autres femmes comme moi. De montrer qu'on peut être à la fois modeste et pudique et à la fois belle, forte, élégante, apaisée dans ses vêtements. C'est pas juste un tissu, c'est vraiment une intention. C'est des robes, par exemple, pour célébrer des mariages, des réussites, pour des repas de famille, pour tous ces moments où vous n'avez pas envie de mettre un prix exorbitant pour acheter une robe que vous mettrez qu'une fois. Et c'est pour ça que je fais de la location, parce que généralement, on va l'acheter puis on va la laisser dans le placard. Alors que là, vous pouvez vraiment profiter d'une robe de qualité, parce que j'utilise uniquement des matières nobles. Je suis vraiment très investie là-dedans, très engagée. C'est très important pour moi de respecter aussi la nature là-dedans, en utilisant des matières nobles sans mettre en avant tout ce qui est synthétique. Et donc de profiter de robes de vraie qualité, de niveau luxe, en pouvant juste les louer, sachant que vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de vous l'acheter comme ça. Donc ça donne accès et puis ça permet aussi de ne pas être dans de la surconsommation, amasser un tas de robes qu'on va mettre qu'une seule fois, et de pouvoir changer à chaque événement, mettre une robe qui nous convient selon l'événement. Donc, comme je vous disais, je compte les appeler avec des noms de femmes importantes, vraiment en honneur à leur résistance. Elles racontent ce que les mots, parfois, ne peuvent pas dire. J'aime beaucoup l'écriture, c'est pour ça que j'écris des livres. Mais c'est vrai que la créativité, parfois, permet de mettre en lumière ce qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour définir ce qu'on pense. Et aujourd'hui, mes créations font partie d'un projet encore plus grand. J'ai envie de créer avec sens pour honorer la femme musulmane qui a été tant salie, mais également pour soutenir des actions humanitaires. J'ai donc décidé d'entreprendre pour être libre, de faire ce qui me passionne, de le faire de la façon dont ça me convient. Pas être libre comme on nous l'enseigne dans les manuels ou comme on le voit dans la société, parce que selon moi, beaucoup de gens se prétendent libres mais ne le sont pas forcément. Ils sont ce qu'on attend d'eux et ils tiennent le discours qu'on attend d'eux. Moi, j'ai vraiment envie d'être libre totalement, de faire les choses comme j'ai envie de les faire et pas selon certains codes. C'est pour ça que je crée la société Khadija & Co, parce que je veux vraiment
ne dépendre d'aucune subvention d'État pour créer une association humanitaire. J'ai pas envie de réussir pour réussir socialement, mais j'ai vraiment envie de réussir pour servir les gens. Je veux vraiment que ce soit une entreprise qui soit née pour guérir, pour aider, pour rassembler la médecine du corps, du cœur et la beauté de la spiritualité en transmettant tous ces bienfaits, tout l'amour du monde aussi. Parce qu'à long terme, l'objectif, c'est de créer une association humanitaire qui s'appellera Beit El Kalb. En français, ça veut dire Maison du Cœur. Et donc 75% du chiffre d'affaires de Khadija Eco servira à financer cette association pour justement ne pas dépendre des subventions d'État. Je vais être très honnête, si je n'aurais pas cette envie de créer cette association humanitaire, je ne suis pas sûre que j'aurais créé Khadija Eco. Vraiment, j'ai vraiment eu envie de créer cette entreprise pour financer l'association. Parce que je fais les produits pour moi, je le fais déjà pour moi. Mais c'est vrai que moi, c'est la psy qui me passionne. Donc, à long terme, je veux faire ma licence et mon master de psycho. Et donc, faire en sorte que Khadija Eco tourne sans que j'y travaille fondamentalement. La couture, c'est ma passion. Donc, les pièces uniques, je les ferai toujours moi, Inch'Allah. Mais j'ai vraiment envie d'atteindre un stade où Khadija Eco tourne assez bien pour que j'ai pas à y travailler constamment. J'aurai toujours une main dessus parce que je tiens à ce que certaines valeurs soient respectées. Cette entreprise, j'ai donné un vrai sens du coup, malgré que c'était pas le projet principal, c'est l'allongement du projet de l'association. Donc je veux vraiment que cette entreprise respecte ce côté humanitaire aussi. Et c'est vrai que j'ai l'objectif que cette société tourne assez bien pour que moi je puisse faire mon cabinet de psycho à côté et également aller sur le terrain, sur les missions humanitaires. Donc là, je vais déjà commencer dès maintenant. Parce que là, je finis donc ma spécialisation en médecine prophétique à la fin de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc j'aurai fini la médecine. Donc là, je vais vraiment pouvoir me lancer activement dans mes projets, éclore tout ce que je prévois depuis tant d'années, Inch'Allah. Et donc je vais faire une première mission humanitaire à l'automne, Inch'Allah. Je suis en train de la programmer à la frontière palestinienne. Je veux vraiment agir sur des terrains d'urgence en priorité. Parce que je ne peux supporter qu'on traite des humains de la sorte. Et pour moi, une vraie guérison, c'est jamais individuel, ça se partage, c'est collectif. On apprend tellement de l'autre, on a tellement à s'apporter, à se donner. La solidarité, l'humanitaire, ça enrichit tellement, ça ouvre le cœur et ça apporte tellement. Et c'est vrai que c'est l'un des plus premiers sujets qui m'a impacté dans ma vie. Ça veut dire qu'à l'époque où j'étais à l'école et qu'on m'a appris qu'il y avait une époque où on faisait de certains humains des esclaves, que j'ai compris également qu'il y avait autant d'écart avec des personnes qui souffraient autant. C'est vraiment le premier sujet qui m'a insupporté sur cette terre. Et que je me suis toujours dit qu'il faudrait que je trouve un moyen pour pouvoir agir dessus. Alors aujourd'hui, à mon âge, j'ai compris que je ne pourrais pas sauver tout le monde, malheureusement, malgré que je l'aimerais. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, en tous les cas, pour aider le plus de monde possible. Donc là, dans un premier temps, je vais commencer les missions humanitaires toute seule. Et plus Khadija Eco va grossir, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai créer Beit El Kalb. Et plus tout grandira ensemble. Et vraiment, l'idée, c'est de grandir tous ensemble. Et comme le dit si bien le docteur Albert Schweitzer, le bonheur, c'est la seule chose qui se multiplie lorsqu'on le partage. Et moi, ce que je veux partager, c'est l'amour. Même après des fractures, je veux vraiment donner un maximum d'amour. Si tu as écouté jusqu'ici, merci. Merci d'avoir accueilli mon histoire, mes mots, mes cicatrices. Je ne suis pas née pour subir, et toi non plus. Mon message est simple. Tu peux toi aussi créer ta voix, même avec peu, même en portant un lourd passé. Nous ne sommes pas responsables de ce l'on a subi, mais nous sommes responsables de ce que l'on en fait. Avec patience, bienveillance et compassion, bien évidemment. Mais tu peux guérir, transformer et transmettre. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une sœur, une amie, une femme qui doute. Et retrouve-moi sur Instagram, radijaco13, pour suivre mes créations, mes projets et ma mission humanitaire. La suite, on l'écrira ensemble. À très bientôt, Inch'Allah. Et surtout, ne laisse jamais personne te faire croire que ta lumière est de trop.